Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Le président de la République Alassane Ouattara se trouve depuis hier samedi à Accra au Ghana où il prend part ce dimanche 9 janvier 2022 à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation socio-politique au Mali, suivi d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Dans la ville de Gagnoa, les opérateurs économiques sont formés sur la réglementation, les procédures et les recours des marchés publics. Formation initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en collaboration avec la Commission régionale des droits de l'homme. En Guinée, la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans contre la Covid-19 dans les régions de Conakry et Kindia a débuté. Objectif, parvenir à immuniser complètement au moins 85% des adolescents de ces régions d'ici la fin du mois de février. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre ce 13 h. Nous sommes le 9 janvier 2022, la Coupe d'Afrique des Nations de football est là et les hostilités commencent ce soir du côté du Cameroun. Nous voulons, dès l'entame de cette édition, vous inviter à vous replonger dans ce souvenir du 8 février 2015, cette nuit où l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire a réussi à se hisser sur le toit du football continental en arrachant sa deuxième étoile de championne d'Afrique de football catégorie senior. De jeunes garçons déterminés à défendre les couleurs nationales dans l'arène du jeu. Aujourd'hui, c'est un nouveau commando composé de joueurs déterminés de l'équipe nationale qui part à la conquête d'un troisième titre de champion d'Afrique pour la Côte d'Ivoire. Dans quel état d'esprit ? Quelles sont les conditions et ressources déployées autour de cette équipe nationale de football pour lui permettre d'affronter sereinement cette compétition ? Quelles sont les chances de notre équipe nationale à cette compétition ? Pour en parler, nous recevons ce 13 h le directeur de cabinet du ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, M. François Layao. Monsieur François Layao, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Et on parlera avec vous justement des chances de notre équipe nationale à cette compétition africaine. Le sport, on le sait, déchaîne les passions, réveille et ravive les émotions. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons ensemble du côté de Accra, au Ghana, où le chef de l'État, Alassane Ouattara, se trouve depuis hier. Il prend part ce dimanche 9 janvier 2022 à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Mali, suivi d'un sommet extraordinaire des chefs d'État. Le gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, le président Alassane Ouattara qui regagnera Abidjan dès la fin de ces différentes rencontres. Ici, en Côte d'Ivoire, dans la ville de Gagnoa, les opérateurs économiques, le corps préfectoral, les agents administratifs des régions de Gagnoa, de San Pedro et Bouaké sont formés sur la réglementation, les procédures et les recours des marchés publics. Formation initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en collaboration avec la Commission régionale des droits de l'homme. Abou Sanogo. 2 jours de formation sur la réglementation des marchés publics, procédures et recours. Une approche que la Chambre de commerce de l'industrie de Côte d'Ivoire, section GO et la Commission régionale des droits de l'homme veulent porter à la connaissance du corps préfectoral, des opérateurs économiques et de l'administration publique. Les opérateurs économiques avaient besoin de ces informations. Alors, ils se sont réjouis principalement donc, des mesures d'assouplissement, de facilitation déployées, prises par le gouvernement pour faciliter leur accès au marché public qui constituent vraiment des opportunités très intéressantes. Il était important de présenter aussi la Chambre de commerce et d'industrie en tant qu'institution de la République, gérée par des pouvoirs des privés, de présenter ces institutions à nos autorités administratives de la région et profiter de former les opérateurs sur les procédures de passation des marchés publics comme source de ressources pour relancer l'économie régionale. La deuxième journée consacrée aux opérateurs économiques s'est voulu un cadre pour instruire les participants sur les procédures de passation des marchés publics ainsi que les recours. Nous, opérateurs économiques, nous n'avons pas d'informations concernant les marchés publics. Et par la grâce de la DMP, qui est la direction des marchés publics, nous savons aujourd'hui que nous pouvons avoir accès et que nous avons aussi les rudiments pour pouvoir soumissionner aux appels d'offres. Ces différentes rencontres dans les régions du Go, de San Pedro et de Bouaké ont permis de renforcer les capacités des participants. Les formateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la mobilisation des acteurs locaux.
Et il serait bien difficile de mettre en œuvre les recommandations ici de cette formation si l'on souffre d'une santé fragile. Il faut redoubler donc de vigilance. La Covid-19 est encore présente en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 8 janvier 2022 411 nouveaux cas de Covid-19 sur 6286 échantillons prélevés, soit 6,5% de cas positifs, 1485 guéris et un décès. À la date donc du 8 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 76 732 cas confirmés, dont 65 721 personnes guéries, 733 décès et 10 278 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 276 661. Le 7 janvier, 25 136 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 7 339 282 doses du 1er mars 2021 au 7 janvier 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Damba, invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et de l'affluence dans les centres de dépistage Covid. Il y en a en ce début d'année. Une équipe de reportage de RTI 1 s'est rendue dans les centres de Marcory, Treichville et de Cocody pour en faire le constat. Serge Pacom-Didi, Salim Toutia. 10h30, vendredi 7 janvier à Treichville. Le centre de dépistage enregistre un bon nombre de volontaires au dépistage. Avant les fêtes de fin d'année, on était pratiquement à 200 à 300 prélèvements par jour. Et maintenant, nous sommes à 700 prélèvements par jour. Donc vous voyez bien que le nombre a été multiplié par 2, l'affluence a été multipliée par 2. Les fêtes de fin d'année. Il y a aussi le nouveau variant dont la contamination est très rapide. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de cas positifs. Et donc, les gens viennent se faire dépister pour connaître au moins leur statut. Venue avec ses 3 enfants, cette dame a été en contact avec un cas positif. Pour elle, il est important de lever tout équivoque. On a déjà fait le test, mais on revient encore vérifier. Les étudiants également sont de la partie. L'école m'a demandé de venir faire le test. Je suis venu faire le test contre la Covid-19 afin de me protéger, de protéger mon entourage. Le cap est mis sur le centre de dépistage de la commune de Marcory, qui connaît également une affluence après la période des fêtes. Constaté une grippe saisonnière qui a pris carrément pratiquement toute la ville d'Abidjan. Donc, vu les signes qui s'apparentent aussi aux signes de la Covid, donc il va de soi que les usagers viennent se faire dépister pour savoir leur état de santé. Le contrôle est une obligation pour Church, car son employeur l'exige. À la demande du service, je fais mon test. Compte tenu du fait que je viens de congé, donc je fais mon test pour pouvoir reprendre. À Cocody, Bintou Sanogo a décidé de faire son test au vu de la flambée des cas positifs. Je suis venue hier, il y avait tellement de monde que je n'ai pas pu me faire dépister. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis venue très tôt ici sur le site de Saint-Jean-Cocody et je viens à peine de faire mon dépistage. Donc demain, j'attends mon résultat. C'est une population consciencieuse face à l'augmentation fulgurante des cas positifs qui a pris d'assaut les centres de dépistage afin de bouter la Covid-19 de son quotidien. Et nous le disions à l'instant dans les titres, en Guinée, la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans contre la Covid-19 dans les régions de Conakry et Kindia a débuté jusqu'au 21 janvier. Des équipes de santé vont se rendre notamment dans les écoles. Objectif, parvenir à immuniser complètement au moins 85% des adolescents de ces régions d'ici la fin du mois de février. C'est le vaccin Pfizer qui est utilisé dans le cadre de cette campagne. C'est la première fois qu'une campagne de vaccination cible spécifiquement les jeunes en Guinée, le pays qui connaît une explosion des cas. Retour en Côte d'Ivoire pour parler justement de dynamisme, un nouveau dynamisme de développement pour Guiembé, commune située dans la région du Poro, réhabilitation d'infrastructures, reprofilage des voies et l'extension du réseau électrique, des actions du conseil municipal de Guiembé. Il s'agit de répondre aux exigences de communes modernes. Kader Sokotogo. Guiembé, commune dans la région du Poro, au rythme du développement. Un programme matérialisé par l'extension du réseau électrique dans les quartiers, le reprofilage des voies au sein de la ville, la réhabilitation de la maternité et un don d'une ambulance à l'hôpital général de la localité. Des initiatives à l'actif du conseil municipal. Ces réalisations ont constitué les points majeurs
de la dernière session ordinaire du conseil municipal au titre de l'année 2021. Une réunion municipale tenue en présence de toutes les couches sociales de Guimbé. Occasion pour les conseillers municipaux d'adopter le budget prévisionnel de 2022 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à plus de 245 millions de francs CFA. Pour le maire de la commune, cela s'inscrit désormais dans un nouveau dynamisme de développement moderne. Il s'agira d'accentuer nos actions de développement sur les secteurs sociaux comme nous l'avons dit. Nous allons continuer à construire et à réhabiliter les dispositifs scolaires existants. Nous allons continuer à construire des écoles pour nos enfants. L'équipe municipale de Guimbé prévoit d'énormes investissements pour le bien-être de la population en 2022. Il s'agit de répondre aux exigences des communes modernes. Promouvoir le leadership et l'art oratoire, c'est l'objectif du JPOT 2021. Le JPOT, c'est un jeu concours oratoire initié par une organisation dénommée Toastmasters International. Ce concours d'art oratoire s'inscrit dans le cadre d'activités marquant la 25 années d'existence de cette organisation. Astotouré Danyogo. Se donner les moyens de parvenir à un club dynamique dont les activités ont un impact social visible. Un objectif que Toastmasters compte atteindre à travers la 4e édition des Journées Portes Ouvertes. Ces Journées Portes Ouvertes qui se tiennent sur 5 jours sont l'occasion de s'ouvrir à la Côte d'Ivoire et au monde. Faire découvrir la méthode Toastmasters à la population, notamment aux entreprises et aux particuliers. Aujourd'hui, donc, nous sommes ouverts et nous avons de bonnes perspectives pour la création d'autres clubs. Parce que Toastmasters International voulant s'étendre, il nous faut créer d'autres clubs. Il nous faut nous faire connaître davantage. Et notre objectif, c'est d'aller dans les villes de l'intérieur pour que Toastmasters International soit connu là-bas aussi. Toastmasters International est une association mondiale dont le but est de promouvoir l'art oratoire. Elle aide dans la prise de parole en public et le leadership. Merci beaucoup pour cette pensée non seulement forte, mais surtout profonde. Parce qu'elle parle de la connaissance de soi. Comment pouvons-nous faire pour découvrir en nous une authenticité, mais surtout cette authenticité, rechercher le secret de cette authenticité au fond de nous-mêmes. Les philosophes le disent qu'à un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle l'introspection, c'est-à-dire entrer en soi-même et arriver à déceler quelles sont nos qualités, nos défauts, et c'est à ce prix-là que nous pouvons chercher les voies et moyens afin de devenir une meilleure version de nous-mêmes. J'ai toujours été une personne qui s'exprime correctement, en tout cas sans problème, mais j'avais l'impression que les autres ne me comprenaient pas. Et j'ai tout de suite su que le problème était à mon niveau. Et c'est pour cela qu'un ami m'a conseillé Toastmasters et quand je suis venue, j'ai trouvé que c'était vraiment le cadre idéal pour développer ses compétences en leadership et en communication par la pratique. À l'occasion de ce dîner gala, les 20 premiers membres initiateurs de Toastmasters en Côte d'Ivoire ont été récompensés à travers des prix. Notons que les Toastmasters, dans l'exercice de leur leadership, s'appuient sur 4 valeurs, notamment l'intégrité, le respect, le service et l'excellence. La commune de Port-Bouët a abrité une conférence de presse régionale de haut niveau sur la gestion collective de la reproduction par reprographie et la copie privée. Une conférence placée sous la présidence de la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Serge Pacomdidi et Franck Quadio. En attendant la signature du décret par le président de la République pour l'implémentation effective de la copie privée en Côte d'Ivoire, artistes, parties prenantes de la sphère artistique, informés et formés sur la gestion collective de la reprographie et la copie privée. Et cela à l'initiative de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en coopération avec le gouvernement ivoirien et en association avec la Fédération internationale des organisations de gestion des droits de reproduction et du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Il nous appartenait, nous, en tant que nouveaux élèves dans la gestion de telles rémunérations, de partir auprès de ceux qui ont une expérience avérée, de savoir comment ils ont pu mettre en route toutes ces décisions qui avaient été prises dans leurs pays respectifs et comment ils ont pu les gérer. Une conférence régionale marquée par des échanges et des partages d'expériences entre organismes africains et européens gérant déjà la copie privée et la reprographie
En somme, disons que la reprographie, ce sont les droits d'auteur destinés pour les arts visuels, arts plastiques, livres, peintures, et la copie privée concerne les droits imputés sur le matériel et l'exploitation à usage personnel. Beaucoup sont les artistes parmi nous qui ignorent ce que c'est que la copie privée. Donc pour éviter qu'il y ait des bisbilles ou qu'il y ait des incompréhensions, c'est bien de venir à ces séminaires-là, ces cadres de formation-là, pour savoir ce qu'est vraiment la copie privée et puis aussi avoir les outils nécessaires pour pouvoir mener cette campagne de communication. La ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle exprime son engagement et son satisfait. Je voudrais remercier l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ainsi que la direction du BRUDA et le Conseil de gestion et de restructuration qui a pris à bras le corps cette gestion, cette haute forme de gestion collective pour le bonheur de nos artistes. Et je voudrais encore saisir l'occasion pour dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et au Premier ministre, son Excellence Patrick Achi, qui ont affiché depuis la mise en place de ce nouveau gouvernement leur volonté d'aider efficacement les artistes de Côte d'Ivoire. Autre thématique abordée, la gestion collective de la reproduction par reprographie, l'expérience, la rémunération pour copie privée. Et puis sachez que la danseuse professionnelle, chorégraphe, actrice ivoirienne et transfuge du village Kiyi, Bakom Nyamba, a animé la scène du Palais de la Culture en compagnie de plusieurs danseurs. Cela à la faveur de la commémoration de ses 30 années de carrière, un panel de formation suivi d'un spectacle mix entre la danse contemporaine et la danse urbaine en meublé cette commémoration. Plusieurs acteurs du secteur culturel ont pris part à cette soirée, dont Were Were Liking du village Kiyi. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Si vous aimez vous habiller, voici un festival auquel vous auriez dû prendre part, la 7e édition du festival de la SAP Bilamba d'Abidjan qui s'est tenue à l'hôtel du district d'Abidjan. Adeptes de l'art de bien se vêtir d'ici et d'ailleurs ont pris part à ce festival de mode, occasion pour eux de promouvoir également la mode ivoirienne. Orphée Conan, Patricia Omouetia. Fanfare et parade des festivaliers. C'est ainsi que démarre la 7e édition du Festival international de la SAP Bilamba d'Abidjan. Bilamba, en thème lingala qui signifie vêtements. Ce mouvement venu tout droit du Congo-Brazzaville gagne de plus en plus de terrain dans la sous-région ouest-africaine. Nous avons des talents ici que nous pouvons développer. Donc ce festival nous permet de mettre à nu ces talents-là, aussi de défiler et aussi de nous connaître entre sapeurs. Les adeptes de ce mouvement participent à ce festival chaque dernier dimanche de l'année. Ces dandys, communément appelés sapologues, sapeurs ou sapeuses pour les femmes, ne se contentent pas seulement de porter des vêtements élégants. Des pas de danse exécutés à la précision tels que la fameuse frappe du pied du sol, aux accessoires ostentatoires comme les bijoux et la canne, le sapeur ou la sapeuse fait étalage des meilleures pièces de sa garde-robe afin de marquer l'assemblée de sa présence. Ce festival dans le but de soigner l'image de la jeunesse en leur inculquant vraiment un savoir-être vestimentaire vraiment très rigoureux. Être bien habillé, ça ouvre les portes et les sapeurs contribuent aussi à la valorisation des créations made in Africa. Défilés, prestations d'artistes, chanteurs et cérémonies de récompense des meilleurs sapeurs et sapeuses de l'année 2021 font partie intégrante de cet événement. L'hôtel du district d'Abidjan a accueilli ce festival qui témoigne de l'engagement qu'ont les autorités à promouvoir le développement de l'industrie et de la mode en Côte d'Ivoire. Voilà, et loin de ces ballets des sapeurs abidjanais, sachez qu'au cours d'une cérémonie d'affiliation de nouveaux membres, la jeune chambre Abidjan Prestige a procédé à la nomination d'un de ses présidents, durée de son mandat, 1 an. Une nomination qui s'inscrit dans un contexte d'élargissement du champ d'action de la jeune chambre internationale. Astoudanio Gotouré. Devant un parterre d'invités officiels, de partenaires et en présence de membres dévoués, le bureau exécutif du comité directeur local de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige a été installé pour mener à bien les nombreux projets de la mandature 2022. Le ministre en charge du renforcement des capacités et de la bonne gouvernance a été choisi à dessein pour parrainer ce mandat. En cette année 2022, nous avons décidé de mettre cette mandature sur le sceau de l'excellence au service de notre communauté. Et nous aurons comme ressource solide la formation de nos membres, la motivation de nos membres et la valorisation des membres qui sont au sein de notre organisation.
Le président du bureau exécutif national de la Jeune Chambre économique se reconnaît dans cette vision. En tant que comité directeur national, il est de notre devoir de soutenir les organisations locales dans l'organisation de leurs activités. Il nous faut pouvoir démontrer l'encadrement dont les organisations locales ont besoin pour pouvoir effectuer des actions de qualité sur le terrain qui iront dans le sens de l'amélioration des compétences, des connaissances et des capacités de leurs membres et de pouvoir effectuer des actions d'impact au sein de leur communauté. Au cours de cette cérémonie d'investiture, de nombreux contrats de partenariat ont été signés. J'ai apporté mon soutien parce que la jeunesse doit faire preuve de sagesse et de dignité. Nous demandons à la jeunesse de bien s'organiser et de bien prendre la JCAI comme leur patrimoine et d'avoir le courage d'aller de l'avant. Le ministre Epiphane Zorobi Balo s'est fait représenter et a prodigué de bons conseils à ses filleuls pour leur contribution au développement économique de la Côte d'Ivoire et à la promotion de la paix. En religion, les fidèles musulmans de la région du Gontougou ont initié une journée de prière afin que l'année qui commence soit remplie de grâce et de bénédictions pour tous les Ivoiriens. À cette occasion, ils ont aussi prié pour les autorités du pays afin qu'elles soient éclairées dans les prises de décision. Cette prière a été guidée par l'imam principal de la ville de Bandoukou, Herman Yamia. La communauté musulmane de Bandoukou implore Allah en ce début d'année pour la paix, la stabilité et le progrès en Côte d'Ivoire. Sur recommandation du Conseil supérieur des imams Kozim, El Hadj Ismaël Timité, grand imam de la ville, a convié de nombreux guides religieux du département à une grande séance de prière et de bénédiction au foyer d'Imam Sou. Nous avons eu la fin de l'année. Dieu nous donne longue vie pour avoir la fin de 2022 aussi. Et on lui demande de nous protéger la Côte d'Ivoire, y compris le président de la République et son gouvernement, avec tous ceux qui travaillent avec lui. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bandoukou, représentant le préfet des régions, et Vincent Kra, représentant du président du conseil régional du Gontougou, se sont réjouis de cette initiative. Selon eux, il ne peut y avoir de développement sans paix. Son message à la nation, le président de la République a un énorme programme pour la Côte d'Ivoire tout entière. Et comme vous le savez également, la conscience morale de la société, de la population, ce sont les religieux. Il va de soi que nous étions donc obligés, étant donné l'intention, beaucoup de sagesse et que la Côte d'Ivoire connaisse la paix et que nous puissions nous retrouver en 2023 pour encore fêter la paix de la Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans ont aussi prié pour les autorités politiques et administratives de la région et ont surtout imploré Dieu afin qu'il scelle dans le cœur de tous les habitants de la région la cohésion et la fraternité afin de faciliter son développement. Et dans le fil de l'actualité, cette page noire, cette triste nouvelle, ce drame à San Pedro, 9 personnes d'une même famille ont péri dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans un incendie. Pour l'heure, l'on ignore tout de l'origine de l'incendie. Le constat de Sam Konon, notre correspondant dans le Bassa-Sandra, dans nos prochaines éditions. Et puis, autre page noire, décidée le 11 décembre 2021, la levée de corps de Benson Pierraka, journaliste sportif, a eu lieu hier samedi 8 janvier 2022 à la salle Félix Houphouët-Boigny à Yvot-Septrècheville. Ils étaient nombreux, ses collègues de la radiodiffusion télévision ivoirienne, des personnalités du monde sportif, des médias, de la musique, du comité de soutien aux éléphants et des membres de sa famille. À lui rendre hommage, Benson Pierraka Claver a été décoré dans l'ordre du mérite du sport à qualité de chevalier à titre posthume, et ce par l'entremise du conseiller technique du ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, qui a donc remis la médaille à son épouse Carole Benson, sans toutefois ne pas oublier de saluer les qualités professionnelles et humaines du disparu. Et à l'issue des hommages, un standing ovation lui a été adressé sous les chants et bruits du Vuvuzela du comité de soutien aux éléphants, Benson Pierraka, qui a été conduit à sa dernière demeure au cimetière de Grand Bassam. Franck Quadio. Magazine goupillé à la réalisation par... On l'attendait aux côtés de ses compères de RTI Sport,
Sous la chaude ambiance des joutes footballistiques de la CAN 2022 au Cameroun, hélas, les supporters des éléphants, aux premières lueurs de la compétition reine, feront tourner le corps loin des stades. Benson Pierraka a faussé compagnie aux amis sportifs le 11 décembre dernier. Ce samedi 8 janvier est le jour de son ultime départ. Seigneur, tu es le commencement et la fin. Tu es notre seul espoir et nous croyons en la résurrection et en la vie éternelle. Tel Seigneur, envoie pitié de nous, tes enfants, et accueillis notre papa béni dans ton royaume céleste. Aux côtés de la famille et de sa femme Carole et leurs 4 enfants, sa famille professionnelle, la direction générale de la RTI et son conseil d'administration, ses amis de tous les jours, tout de noir vêtus, ses anciens condisciples de l'université et du lycée, bref, tous étaient là. De même les admirateurs de la carrière de ce journaliste sportif qui fit les beaux jours de la chaîne nationale. Benson Pierraka entre à la RTI dans le milieu des années 90 et fait ses premières armes à TV2 avant de se spécialiser dans le journalisme sportif. L'homme était aussi un meneur de troupes, ex-membre du comité directeur de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et ex-président de la mutuelle des agents de la RTI, selon ses témoignages répétés inlassablement à la levée du corps et même quelques jours avant, lors de l'hommage de la RTI à l'université d'Abidjan, il était entier, passionné et aimait avant tout vivre, et cela dans le sens le plus humaniste du terme. Église méthodiste unie Israël de Treichville, l'officiant du jour insiste sur la nécessité de vivre dans l'esprit et de partage et de l'amour de son prochain. Des propos dont tous s'imprègnent avant le dernier au revoir. Cet au revoir nous mène au cimetière municipal de Grand Bassam. Benson Pierraka Claver s'apprête à quitter à jamais l'affection des siens. L'émotion est palpable. Même cette pluie qui tombe à dru n'altère en rien la volonté de ses proches et de ses pairs de lui offrir un dernier au revoir et l'accompagner vers sa dernière demeure. Sacré Benson, Mobali comme l'appelaient ses intimes, adieu le professionnel du micro, adieu l'artiste. Les amis du couloir, les amis de Korogo, Abradidou et Assini, Mathias Agbadou. Repose en paix, Benson Pierraka, et que la terre te soit légère. Vous pouvez sortir, mesdames et messieurs, vos vuvuzelas. Si vous les aviez rangés dans quelques heures, ce sera l'heure de la grande messe du football africain. 4 semaines de compétition, 24 équipes africaines, des journalistes et des officiels du monde entier présents pour cet événement. Le Cameroun vibrera au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la Côte d'Ivoire y prend part, mais dans quel état d'esprit et quelles dispositions prises par le ministère des Sports pour permettre à la sélection nationale d'attaquer sereinement cette compétition. Pour en parler, nous recevons le directeur de cabinet du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, M. François Ala Yao. Monsieur le directeur de cabinet, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, quel est l'état d'esprit de nos joueurs présents au Cameroun? L'état d'esprit est bon, mais avant d'aborder de manière spécifique la participation de notre équipe nationale à cette compétition, je voudrais d'abord, nous sommes en début d'année 2022, saisir l'opportunité que vous m'offrez pour souhaiter la bonne et heureuse année à tous les sportifs ivoiriens, quels qu'ils soient, et particulièrement, événement oblige, à notre équipe nationale de football qui se trouve actuellement au Cameroun pour cette compétition dont vous venez de parler. Je voudrais aussi avoir une pensée pieuse pour l'ensemble des sportifs ou des acteurs du mouvement sportif que nous avons malheureusement perdus au cours de l'année 2021. Et au nombre de ceux-ci, les plus hautes autorités, dont l'ex-premier ministre, qui était un grand appui pour le mouvement sportif. Nous avons perdu aussi le ministre Zappa, et beaucoup d'autres sportifs, Yoro Alphonse et Lodengui. On nous a annoncé tout dernièrement le décès de Guédéba Ignace, joueur de l'équipe nationale et de l'Africa Sport. Et vous venez de le présenter il y a quelques instants, un des journalistes émérites qui nous a accompagnés sur différents terrains, Benson Pierraka. Pour tout cela, je ne peux pas les citer tous, mais je voudrais
que nous ayons une pensée pieuse pour eux. Et aussi pour le père de notre capitaine Mas Alain Gradel, qui malheureusement est parti au moment où son fils se trouvait au front au Cameroun. Donc pour tout cela, je voudrais que la terre de la Côte d'Ivoire leur soit légère et surtout que leur âme nous accompagne pour permettre à notre équipe nationale de revenir de manière victorieuse. Alors, monsieur le directeur de cabinet, juste avant de répondre à cette question, avec votre permission, je vais passer également mon écharpe. Je l'ai avec moi, vous me l'avez apportée, voilà, pour rester dans le ton de notre échange et pour faire corps justement avec la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre donc bientôt et la participation de nos Pachiders. Voilà, je mets mon écharpe. Voilà, nous sommes maintenant Alors, tous mobilisés. Tous mobilisés. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations 2022, elle débute ce soir. Quelle est la consigne qui a été donnée aux joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? La consigne, bien sûr, quand on va au front, au combat, c'est de revenir avec la victoire. Alors, je voudrais vous dire que le moral est bon. Nous sommes en contact permanent avec l'équipe d'encadrement technique et administratif depuis Jeddah et jusqu'au Cameroun. Pas plus tard que ce matin, monsieur le ministre Paulin-Claude Danho, qui conduit la délégation officielle, a échangé avec nous pour nous rassurer quant à l'organisation, les dispositifs qui sont pris là-bas. Ils ont reçu un excellent accueil à leur arrivée. Les cérémonies ont commencé depuis hier. Il y a eu des rencontres très fructueuses. Et l'équipe, le moral de l'équipe est au beau fixe, comme on le dit. Les 28 joueurs qui ont été sélectionnés sont confirmés. Il n'y a aucun problème. Et donc, l'équipe part confiante, comme d'habitude. La CAN, on la connaît. La Côte d'Ivoire est un habitué de cet événement et donc les dispositions sont prises et tout le monde est à l'aise pour notre participation. Alors, quels sont les moyens qui ont été mis à disposition par le ministère pour permettre justement à l'équipe et à l'encadrement technique d'évoluer dans un environnement serein afin d'affronter en toute sérénité cette Coupe d'Afrique qui commence? Les moyens sont multiples. Les moyens sont multiples. Il y a d'abord la préparation. Il fallait, compte tenu de la situation exceptionnelle, au lieu d'aller avec 23 joueurs comme d'habitude, nous avons étendu la liste des joueurs à 28. Et comme je l'ai dit, l'entraîneur, compte tenu des cas Covid qui s'étaient déclenchés, n'a pas hésité à susciter auprès des joueurs potentiels une préparation pour les substitutions possibles. Donc tout au niveau de l'encadrement technique, ces dispositions ont été prises. Au niveau de l'encadrement administratif, le comité de normalisation, en accord avec l'encadrement technique, a demandé à certains anciens joueurs de se rapprocher de l'équipe pour échanger avec leurs jeunes frères, pour les motiver, partager leur expérience, pour faire en sorte que ces jeunes se retrouvent. Et qui sont ces anciens joueurs? Est-ce qu'on pourrait avoir des noms? Didier Drogba, par exemple? Oui, Didier Drogba, Yaya Touré. Voilà, il y a plusieurs noms qui ont été cités, Didier Drogba, Kopa Barry, et ainsi de suite. On a cité Kolo Touré qui, au dernier moment, a eu un empêchement, d'après ce que Madame la présidente du comité de normalisation nous a signalé. Mais soyez rassurés que nos anciens footballeurs qui ont été contactés, c'est un plaisir pour eux de partager leur expérience avec leurs jeunes frères, parce que l'image, l'idée que nous voulons, c'est de faire front commun et de soutenir cette équipe pour qu'elle revienne avec les meilleurs résultats possibles. Et permettez-moi d'insister, quel pourrait être le bénéfice de la présence de ces anciens auprès des jeunes joueurs? Est-ce que, bien au préalable, il y a eu des contacts entre eux, ou c'est maintenant qu'on initie justement ce type de rencontre pour leur permettre justement de gagner en expérience? Vous savez, l'équipe est en pleine reconstruction, mais l'équipe est un amalgame de jeunes et d'anciens qui a participé d'abord aux éliminatoires, nous avons tous vu avec les résultats que nous avons connus, a participé aussi aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et le lien, le pont n'a jamais été coupé entre les jeunes qu'on appelle certains qui arrivent pour la première fois et les anciens qui sont dans l'équipe et qui continuent d'une manière ou d'une autre d'assister leurs jeunes frères pour les rendre aussi compétitifs qu'ils l'ont été. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau et ça a même existé depuis. Donc ça a été une proposition faite par le comité de normalisation en relation avec l'encadrement technique, parce que tout ça, il faut coordonner tous ces éléments pour voir sur quel point les uns et les autres peuvent jouer pour motiver un peu plus les jeunes gens et surtout devant des situations qui peuvent sembler neuves, nouvelles et qui peuvent peut-être les démotiver, trouver les mots justes
pour leur parler, pour les galvaniser. Il ne s'agit pas d'être là en permanence, mais quand le besoin se fait sentir, qu'ils puissent se rapprocher de leurs jeunes frères pour leur parler. Alors, vous parliez à l'instant de cas Covid qui ont donc été identifiés, on le sait, dans certaines équipes. Est-ce que l'effectif ivoirien est touché ? Oui, pendant la préparation à Jeddah, effectivement, certains de nos joueurs qui sont arrivés étaient déclarés positifs, mais les dispositions ont été prises par l'encadrement technique pour les isoler et faire en sorte qu'ils puissent regagner l'équipe. Je voudrais faire remarquer qu'il y avait il y avait des joueurs, il y avait des encadreurs, mais tous les cas étaient asymptomatiques. Tous les cas étaient asymptomatiques, donc il n'y a pas beaucoup d'effets sur le physique. Toute l'équipe se trouve actuellement à Douala et les cas que nous avons vécus ne sont pas spécifiques à la Côte d'Ivoire. Vous écoutez un peu dans les médias, même pour le match d'ouverture, vous avez vu les résultats qui sont sortis. Ce sont des cas généralisés. C'est l'une des raisons pour lesquelles les rencontres qui avaient été prévues comme rencontres préparatoires n'ont pas pu se dérouler parce que les effectifs, d'abord, arrivaient un peu à compte-gouttes à cause du temps de libération des joueurs qui sont très actifs auprès de leur club. Mais ensuite, ces cas faisaient qu'on avait difficilement l'effectif au complet pour jouer un match amical dans les mêmes dispositions que nous souhaitons avoir dans la rencontre, dans la compétition. Mais cela dit, la Côte d'Ivoire n'est pas un cas spécifique. C'est généralisé, même au niveau mondial, dans les championnats mondiaux. Ces cas arrivent et les entraîneurs sont parés pour travailler dans ce sens-là. Et il faut sonner la mobilisation autour de cette équipe. Et on va le regarder tout à l'heure dans un élément de notre reporter Konaté Ngamblé. Comment est-ce que est mis en œuvre cette mobilisation autour de l'équipe nationale? Reportage. Merci. À 5 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danho, sonne la mobilisation autour de l'équipe nationale. À cette occasion, le premier responsable du sport ivoirien avait à ses côtés le président du COCAN, François-Albert Amicha, et son conseiller spécial, Jacques Anouma, Claude Zito, représentant le comité de normalisation de la FIF et les membres du comité national de soutien aux éléphants. Nos athlètes doivent sentir que toute la nation est mobilisée derrière eux. Et c'est pour cela qu'au nom du comité d'organisation de la CAN 2023, qui sera dans la délégation officielle conduite par le ministre en charge des sports, le ministre Paulin Claude Danho, il faut qu'après 1992, après 2015, 2021, voilà la troisième étoile des éléphants de Côte d'Ivoire. Le moment est venu de faire revivre la devise nationale. C'est le leadership du président. C'est dans l'union que nous devons avancer. La FIF, aux côtés du COCAN, aux côtés du ministère, avec le CNSE, ensemble, pour booster nos éléphants. Et ce que nous attendons de nos compatriotes, mettons-nous ensemble. Un peu plus tôt, Danho Paulin et François-Albert Amicha ont échangé sur l'état d'avancement des travaux de la CAN 2023, consignés dans ce document. Des retrouvailles qui augurent des lendemains meilleurs pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Voilà, belle ambiance dans cet élément. Alors, monsieur le directeur de cabinet, dans cet élément de Jean-Sylvain Resso de Konaté Ngamblé, on a pu mesurer combien de fois les hautes instances sportives de la Côte d'Ivoire sont déjà engagées dans la mobilisation avec cette opération Tous derrière les éléphants, n'est-ce pas? Oui, et cette opération Tous derrière les éléphants, et cette compétition marque le début d'une longue échéance que nous allons avoir à parcourir dans les 2 années qui viennent. Avec la CAN 2022, nous démarrons un peu comme dans une course de vitesse le départ. Mais cette CAN 2022 va nous conduire pendant toute l'année 2022 à d'autres grands événements. Et on aura les Jeux de la francophonie à Brazzaville, à Kinshasa. Ensuite, il y a les Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal. Ensuite, il y a la Coupe du Monde vers la fin de l'année de football pour laquelle nous n'avons malheureusement pas pu nous qualifier. Mais juste après, nous rentrons en 2023 avec la CAN que nous devons organiser. Et donc, c'est une belle expérience pour la Côte d'Ivoire de prendre part à cette compétition. Oui, et la délégation qui est aujourd'hui au Cameroun doit revenir avec 2 éléments et 2 étendards que nous attendons de cette délégation. Et vous avez vu que monsieur le ministre a sonné cette mobilisation en réunissant autour de lui, et avant que la délégation ne prenne la route, le comité d'organisation de la CAN 2023 avec le ministre Amicha, le comité national de soutien aux éléphants, la Fédération ivoirienne de football
Et à travers cette séquence, c'est un message adressé à toute la nation pour dire là où on se trouve, quel que soit l'endroit où on se trouve, sur le territoire national d'abord, mais dans le monde entier, nous commençons une activité très importante pour la Côte d'Ivoire, pour l'image de la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire, qui s'inscrit dans le processus de développement que nous avons engagé. C'est l'organisation de la CAN 2023, mais qui démarre d'abord par notre production et notre compétition au niveau de la CAN 2021 qui se joue en 2022. Mais la délégation qui est là-bas revient donc avec le flambeau de l'organisation de la CAN 2023. Mais ce que nous attendons d'elle, c'est qu'elle nous ramène aussi la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se joue en 2022 pour que la Côte d'Ivoire ait la 3e étoile accrochée à son maillot. Alors, j'allais justement vous poser la question pour rester dans l'esprit de la célébration, de cette ferveur qui est donc manifeste autour des éléphants. Comment chacun d'entre nous peut contribuer à son niveau à soutenir cette action collective? Alors, comment on peut s'organiser par quartier? Est-ce que vous avez des pistes de solutions pour rendre un peu davantage cette fête encore plus brillante? Alors, cette fête du football africain. D'abord, tout ce que nous soyons Ivoiriens, où que nous nous trouvons, que ce soit sur le territoire national ou à l'extérieur, nous devons nous sentir concernés parce que c'est la jeunesse de la Côte d'Ivoire qui est engagée, c'est la Côte d'Ivoire qui est engagée dans ce processus. Et donc chacun, comme on le dit dans l'expression courante, peut tomber en brousse, faire ses prières selon ses croyances, tout ce qu'il faut pour accompagner cette équipe dans l'union. Et cette marque d'union nous a été donnée à travers le symbole qui a été donné par M. le ministre et le président du COCAN avant leur départ. Donc c'est l'union qui est l'un des éléments forts des emblèmes de la Côte d'Ivoire. C'est dans l'union qu'on peut réussir. Et donc chacun doit le faire. Mais en plus, nous lançons cet après-midi même au Palais des Sports, avec le Comité national de soutien aux éléphants, les fan zones que nous allons développer et que dans chacune des localités, on devrait pouvoir développer pour permettre, au lieu de rester individuellement devant sa télé, et ainsi de suite, mais se remettre dans un environnement, ensemble, où au moment où notre équipe va jouer, pour partager ces moments forts, même les moments de difficulté, prier ensemble, mais faire en sorte que l'équipe se sente soutenue jusqu'au dernier moment. Alors, une inquiétude des supporters ivoiriens de football, de l'équipe nationale de football, c'est bien sûr celle portant sur le cas Bobo. Alors, quelques mots là-dessus. Est-ce que vous pouvez rassurer c'est la procédure? Allez-y, je vous ai. Oui, il n'y a rien à cacher. Ce sont des procédures qui existent dans le cadre du sport de haut niveau. C'est l'Agence mondiale antidopage qui met en place un processus de contrôle, de suivi des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, quand vous êtes un sportif d'un certain rang, dites-vous que ce soit à l'entraînement ou au cours d'une compétition donnée, vous pouvez être identifié pour faire un contrôle antidopage. Et quand on fait le contrôle, si le résultat est positif, on vous appelle pour vous l'expliquer, pour vous demander dans quelles conditions vous vous êtes retrouvé pour avoir ça. Chaque année, avant le début de l'année, il y a une liste de produits qui est diffusée par l'Agence mondiale antidopage pour informer tous les sportifs du monde que ces produits-là, si ça figure dans votre urine, dans votre sang, vous serez considéré comme positif. À partir de ce moment-là, il revient à tout sportif qui s'adresse à un médecin, quel qu'il soit, de décliner d'abord son identité de sportif de haut niveau pour que ce médecin-là, avant de lui prescrire un médicament, se réfère à cette liste pour savoir si, en consommant ce produit, ça ne va pas apparaître dans les échantillons qui vont être... Et la procédure suit son cours. La procédure suit son cours. D'accord. Bobo a été entendu. Ils vont analyser, ils vont donner leurs résultats. Mais je voulais dire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 28 joueurs qui ont été sélectionnés. Et l'entraîneur a pris les précautions. Il y a donc de la matière. Voilà. L'entraîneur a pris des précautions pour sélectionner. D'accord. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Alors, on va terminer rapidement par cette petite question. Ce n'est un secret pour personne. Les Ivoiriens aiment leur équipe nationale. Ils la portent dans leur cœur. Sauf que, comme toute histoire d'amour, il y a des moments où il y a certains petits relâchements dus aux échecs enregistrés. Alors, est-ce que vous avez des mots particuliers pour ces supporters qui ont perdu la foi en cette équipe? Merci. C'est important. On n'a pas à rougir. Nous avons une belle génération de footballeurs. On a eu, pendant une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire était sous le toit du football africain.
Et pendant cette période, on n'a pas gagné de Coupe d'Afrique. Mais on a été bon. On était même le premier Africain. Ça veut dire que le football, le sport en général, il y a une dimension rationnelle, mais il y a une dimension aléatoire. D'accord. Mais la Côte d'Ivoire demeure en Afrique l'une des grandes nations du football. Parce que nous avons 2 étoiles collées à notre drapeau. Nous avons joué 4 finales et nous avons été au moins 2 ou 3 fois sur le podium. Alors, combien de pays... Les supporters attendent simplement que l'équipe nationale sorte des calculs et qu'elle joue son football. Vous les rassurez que les consignes ont été données dans ce sens? Oui, je voulais vous rassurer. Et c'est pour cela que la dernière Coupe d'Afrique en Égypte, nous avons terminé 4e. Mais monsieur le ministre a demandé qu'on aille accueillir ces jeunes gens pour leur dire vous avez terminé 4e au bas du podium, mais vous pouvez faire mieux, on a confiance en vous. Donc l'étape du Cameroun est une étape où on attend d'eux qu'ils confirment cette confiance placée en eux. Et donc je voulais demander aux Ivoiriens de laisser les émotions et d'aller vers les éléments forts qui peuvent nous permettre de gagner. Parce que souvent, c'est quand on n'a pas cru en cette équipe qu'elle nous a ramené la coupe. Souvenez-vous de Sénégal 92, souvenez-vous de l'équipe qui a gagné en Guinée équatoriale en 2015. Au départ, les Ivoiriens ne croyaient pas très fort. Mais c'est dans ce doute-là que si nous unissons nos prières, nous pouvons être très forts. Merci à vous, monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, monsieur François Alayao. À 4 semaines donc de compétition, 24 équipes africaines, de l'émotion à revendre. Il faut donc tous s'inscrire dans cette dynamique de soutien aux éléphants, sonner le glas de la mobilisation autour de l'équipe nationale de football qui est en ce moment au Cameroun pour la CAN et qui entre en scène le mercredi face à la Guinée équatoriale. La Coupe d'Afrique des Nations, elle, démarre donc cet après-midi avec 2 confrontations, 2 rencontres à l'affiche cet après-midi. Cameroun-Burkina Faso sur le coup de 16h, Éthiopie-Cap-Vert sur le coup de 19h. Bonne chance donc à nos partis pachydermes au cours de cette compétition. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Merci.